in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 128 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, je ne savais pas avant de commencer l'enregistrement qu'il allait enregistrer dans un chantier. Mais c'est Tom, ça va Tom? Ouais, ça va. Écoute, mon voisin a commencé à percer des trous chez lui juste avant de débuter le podcast. Donc j'espère que je tiendrai le coup et que la gêne ne sera pas trop désagréable pour les auditeurs. Je pense que c'est un fan de la NBA des années 2000 qui a pas apprécié la semaine dernière. Donc du coup, petit coup de perceuse. Comme ça passe crème. Avec Tom, du coup, cette semaine, on va parler d'un sujet qui, on va être honnête, ça devait faire partie de nos previews, je vais y arriver. Mais en fait, on a décidé d'avancer un peu ça et d'en faire un long sujet, un long podcast. C'est l'Atlantic Division. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Atlantic Division qui est composée donc des Brooklyn Nets, des New York Knicks, des Philadelphia 76ers, des Boston Celtics et des Toronto Raptors. C'est une division qu'on a souvent taclée, nous les premiers, un peu toute la communauté NBA, mais c'est une division qui au fil des années et surtout très récemment, les 2-3 dernières années, commence à avoir un momentum en sa faveur, et on va se demander si c'est pas un petit peu la division et les équipes du futur qu'on a dans cette division à l'échelle de la conférence Ouest et même de la NBA. Donc on va parler de ça pendant une grosse partie de l'émission, et aussi, on va aussi un peu revenir à l'échelle de la sur conférence Est, t'as dit à l'échelle de la conférence Ouest. De l'Est, oui, et de toute la NBA, pardon. Et on va aussi un petit peu parler de qui pourrait prendre la place de l'Atlantic Division parmi et pour avoir le titre de division des cancres, et malheureusement on va rester à l'Est avec sûrement la South East. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, et annonce comme tous les 8 mois à peu près, je pense. Vu la régularité de cette émission, on vous propose un Dunk and Host. Alors, sachant qu'on a pas mal de nouveaux auditeurs, je vais présenter c'est quoi le Dunk and Host. Dunk and Host, c'est très simple, c'est un podcast avec vous et pour vous. Ça fait un petit peu le langage marketing, j'aime pas trop ça. Enfin bref, l'idée c'est qu'en fait sur Facebook, Twitter, par mail, dunkhebdo@gmail.com, vous nous envoyez une idée d'émission, en fait, un sujet avec lequel vous êtes familier ou pas forcément, un sujet sur lequel vous aimeriez discuter avec nous. Nous, on collecte tous ceux qui se présentent, on tire au sort, et le gagnant, du coup, enregistrera une émission avec nous. On dit d'habitude 30 minutes de durée, mais en fait, on respecte jamais les durées. Donc, en fait, une émission avec nous, tout simplement. Un Dunk and Host, on en a déjà eu 3, ça s'est super bien passé, donc on va essayer d'en faire un avant la saison. Juste une petite précision, parce qu'il y a déjà eu quelques mésententes, on ne choisit pas, c'est bien un tirage au sort. Donc, pas besoin de nous envoyer un CV, ça ne change rien en fait. Le tirage au sort, voilà. C'est comme la loterie, on met des numéros, et les numéros sont tirés par un système, et voilà, c'est le numéro qui est tiré, qu'on récupère pour en faire un sujet. Tu sais même qu'il y a un site internet, moi je vais être honnête, je fais ça sur un site internet, en fait tu rentres des prénoms ou des noms ou des pseudos, et tu tires au sort, il le fait automatiquement. 2018, c'est fabuleux. La technologie, c'est génial. Bon, on va arrêter, parce que là on divague, et on se retrouve juste après la pause pour parler de l'Atlantic Division. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Tom, alors que je faisais l'intro, je me suis posé une question. On doit dire l'Atlantic Division, parce que faut avoir l'accent jusqu'au bout, ou la division Atlantique. Ah, les deux passent. Parce qu'on fait trop d'anglicisme. On en a conscience, apparemment, on fait trop d'anglicisme. Ouais. Donc, allez, on va dire la division Atlantique. Voilà, chaud. On va dire la division Atlantique. Donc, cette division Atlantique, par le passé, et surtout très récemment, on va dire au XXIe siècle, elle a été assez critiquée. On peut sans doute dire que c'est sans doute la pire division au XXIe siècle. Des équipes
avec très peu de réussite, malgré les exceptions, bien sûr, il y a eu des bonnes années pour les Celtics notamment, et ça se résume un peu aux Celtics, mais c'est une division qui a pataugé surtout récemment, où au début des années 2010, ça a été très très dur. Mais depuis 1 ou 2 ans, on voit un sursaut avec les 76ers qui s'affirment, les Raptors qui, eux, depuis plusieurs années maintenant sont constants, les Celtics qui, eux, s'affirment tout simplement comme une des meilleures équipes de la NBA, et les Nets, on peut le dire, à partir de maintenant, qui vont sortir un peu la tête de l'eau, et les Knicks, où il y a peut-être quelque chose qui se crée. Tom, avant de débuter sur ce tableau qui est un peu plus positif, on va revenir sur les années noires de la division Atlantique. Je vais te laisser en parler. Pourquoi? Pour ceux qui suivent peut-être pas autant la NBA, ça a vraiment été une division qui a connu un moment très très difficile. Déjà la division Atlantique, ouais, j'ai failli faire l'anglicisme. Donc déjà la division Atlantique, c'est une division avec des équipes qui ont un passé mythique pour la NBA, plus Toronto. Alors je mets Toronto de côté puisque par rapport aux Nets, aux Knicks, aux Celtics et aux Sixers, en termes historiques, les Raptors ont un petit peu moins d'importance en fait dans l'histoire de la NBA que les 4 équipes nommées ci-dessous. En fait, moi, ce que je trouve marrant avec cette division-là, c'est que c'est vraiment une division où le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, au fur et à mesure du déroulement de cette division dans les années 2010, on a eu du coup le trade le trade avec Paul Pierce, Kevin Garnett pour les Nets, où voilà, ça a totalement changé la dynamique de la division et surtout ce qui se passe aujourd'hui. Et ce transfert-là a encore des effets. T'as aussi le transfert du coup entre Philly et Boston qui aura encore des effets. On verra notamment à la prochaine loterie avec quand on arrivera à la loterie, il y aura le mec qui représente les Sixers et le mec qui représente Boston sur le même siège pour atteindre le pic des Kings. Donc ça va être assez marrant. Mais en fait, on se rend compte que ce sont des franchises qui sont de cette division-là ont toutes subi au bout d'un moment une trajectoire assez bizarre qui était liée à un trade ou voilà, puisque qu'on regarde bien Toronto, t'as la perte de Chris Bosh, du coup ils essaient de reconstruire comme ils peuvent, ils récupèrent Rudy Gay, finalement ils transfèrent Rudy Gay pour commencer à tanker, pour essayer de récupérer Andrew Wiggins. Finalement l'équipe commence à marcher. T'as les Nets qui Bobby Marks le répète souvent, qui à l'époque où il y avait Miami avait vu peut-être une opportunité, puisqu'il y avait une saison où Miami avait commencé était un petit peu moins bien, donc ils ont fait le all-in pour récupérer Pierce et Garnett et Jason Terry, et finalement ça s'est pas très bien passé pour eux. Ils avaient aussi fait le transfert pour échanger Wallace contre le pick qui est devenu ensuite Damian Lillard. Donc ils ont fait pas mal de trucs et finalement ça a pas marché. Le propriétaire a arrêté de payer, donc du coup les Nets se sont retrouvés dans une situation difficile. Les Knicks, le trade de Carmelo Anthony qui la franchise ne l'a toujours pas digéré, je pense, à mon avis, puisque au final je me dis même que en regardant avec du recul, c'est un trade limite qui est perdant pour les deux équipes. Personne n'a vraiment énormément gagné, tu vois, par rapport à ce transfert là. Et du coup eux aussi essayaient d'emboîter le pas de Miami au début des années 2010. Donc ils ont connu une grosse saison à 54 victoires, la saison où voilà ils martyrisaient les autres équipes avec des tirs à 3 points avec une armée de vétérans. Et à la deuxième partie de saison, ils étaient juste à 50%. Et finalement, l'équipe s'est cassé la gueule à la fin de la saison. Et puis après, on a les Celtics et les Sixers les Celtics qui eux ont, selon moi, aujourd'hui effectué la plus belle reconstruction de l'histoire. Quand on voit d'où ils sont partis et comment ils sont et le stock d'assets qu'ils ont encore. Et les Sixers qui ont effectué la reconstruction la plus audacieuse de l'histoire. Donc il y a vraiment pas mal de trajectoires différentes qui sont toutes liées à des trades et à des philosophies un petit peu différentes dans chacune de ces franchises. T'as parlé de cette saison des Knicks à 54 victoires, juste pour vous illustrer le niveau de cette division et mettre des stats sur tout ça. Faut savoir que durant cette saison-là, donc la 2012-2013, c'était la première fois depuis qu'on avait réaligné les divisions
donc avec l'arrivée des Bobcats en NBA, c'était donc en 2002-2003, c'est la première fois que l'Atlantic Division avait un bilan supérieur à 50% quand on prend la division en elle-même. Faut savoir que sur la même période, donc entre 2002-2003 et 2012-2013, toutes les autres divisions ont réussi ça au minimum 2 fois. C'était vraiment une division, comme tu l'as dit, qui était dans un état compliqué. Et même avant cette période des années 2010, faut juste donner une autre stat, c'est qu'en 2009-2010, en tant que division, les équipes de la division Atlantique avaient remporté 38% de leurs matchs. C'est le second pire bilan de l'histoire. Faut remonter à 70-71 pour trouver pire. Ah, c'est terrible. C'est quand même, c'est une saison où les Nets, ils avaient démarré avec 18 défaites de suite. Donc, pour vous dire que c'était vraiment dans un état assez difficile. Et je suis d'accord avec toi, Tom. Elles ont vraiment une trajectoire intéressante. Et est-ce que j'y pense comme ça? En fait, je devrais arrêter de faire des notes parce que la plupart de mes questions maintenant, c'est quand vous parlez qu'elles me viennent à l'esprit. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une division aussi où un des problèmes, ça a été la vision court-termiste? On est énormément sur du court terme, en fait. Totalement. Ça a été, les Knicks, ils sont sur du court terme depuis 25 ans. C'est leur problème numéro 1, de toute façon. Les Nets, comme tu l'as dit, avec la période Prokhorov et ce fameux trade, c'est une vision très très court-termiste, quand même. Parce que l'idée, c'est de taper Miami sur la saison, ils sont moins bien. Les Sixers, il y a eu, je vais pas dire c'est pas du court-termisme, mais on a voulu pendant longtemps, avant le tanking, on a voulu se préserver une place parmi les équipes bonnes à l'Est, mais sans vraiment tenter d'aller plus haut. Et, pour ce qui est des Raptors, faut les mettre un petit peu de côté. Les Celtics, c'est un peu l'exception dans cette division. Je sais pas si t'es d'accord, mais ils ont eu un petit moment de creux, mais enfin, ils ont quand même enchaîné une période avec le Big Three, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett. Ils ont eu un tout petit creux et là ils redeviennent une place forte en fait. Donc c'est un peu un cas à part. Ouais, exactement, un peu. Ouais, c'est ça. On peut mettre Boston un petit peu à côté, mais après, il faut se dire que les autres équipes, c'était quand même quand tu prends les New York, les Nets, tout ça, il y avait un gros projet, par exemple, les Nets, il y a eu un gros projet marketing mené. Les Nets, ils avaient quand même, il y a le déménagement entre guillemets à Brooklyn, mais voilà, c'était une équipe qui existait, qui était pas mal avec Jason Kidd, Kittles et compagnie. Et puis même la même période où les Knicks, là encore, voilà, tu t'as dit. Voilà, c'était la période où on raisonnait en termes de marché. Tu dis, ouais, de toute façon, une superstar viendra toujours jouer à New York. Donc pourquoi s'emmerder à former des jeunes à la draft, quoi. Ouais, totalement. Et ça a été un problème de cette division où, je sais pas si j'exagère quand je dis ça, je te pose la question, est-ce que c'est pas aussi la division qui, en partie, je dis bien en partie, pas totalement, était aussi responsable du marasme à l'Est? Parce que quand t'as une division à ce niveau-là, c'est difficile pour l'intégralité de la conférence d'être au haut niveau. Je dis pas qu'il y a d'autres personnes à blâmer pour l'Est depuis 15 ans, mais la division Atlantique, elle a quand même un sévère degré de responsabilité. Parce que quand tous les ans, pratiquement, t'as 2 voire 3 équipes à la rue, ça contribue à fausser les bilans. Ouais. Écoute, ça contribue à fausser les bilans. À part l'an dernier où on se rend compte que cette division-là, elle nous a sorti, selon Cleaning the Glass, par exemple, 3 équipes qui font partie du top 6 en fait des net ratings de la ligue. Donc ce sont quand même des équipes qui sont très compétitives à ce niveau-là, quoi. Mis à part ça, on se rend compte que les années d'avant, ça a été très compliqué. Et si, par exemple, il n'y avait pas la saison dernière où là, non seulement on avait 3 équipes à plus de 50 victoires, mais 3 équipes à plus de 50%, c'est la première fois depuis l'année 2012 où de la saison 2012-2013 où Damian Lillard remporte le titre de rookie de l'année, qu'il y a 3 équipes en positif dans cette division. On se rend pas compte, hein. Et d'ailleurs, avant de continuer, parce que j'ai un petit historique sur récemment dans cette division, on peut peut-être parler juste, on ouvre une parenthèse sur ce qui, selon nous, fait une bonne division. Parce que je sais qu'on peut pas être d'accord. Selon moi, pour faire une bonne division, il faut déjà de l'homogénéité, mais à un haut niveau. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, une bonne division, c'est même une très bonne division, c'est l'Atlantique l'année dernière, même si les Nets c'était un petit peu en dessous. Mais déjà, pour moi, dans une division de base, il n'y a pas d'équipe à la rue, en fait. Il n'y a pas d'équipe en dessous de 20 victoires parce que pour les autres, sachant que tu joues 4 fois les équipes de ta division, c'est déjà 4 matchs sur, certes, c'est que sur 82, mais c'est déjà 4 matchs donnés. Et tu peux pas avoir vraiment une, voire 2 équipes très très faibles. Faut de l'homogénéité, faut plusieurs équipes en play-off.
et plusieurs équipes à plus de 50. Bah oui, puis après on a connu les exemples, par exemple de la Southwest Division, la division Sud-Ouest, pardon, la division Sud-Ouest qui a longtemps été prise comme exemple par rapport à la qualité des équipes qu'il y avait dans cette division-là. C'est une division qui, la saison 2015-2016, il y a 3 équipes à plus de 55 victoires, 4 équipes à plus de 50 victoires et les Pelicans qui terminent dernier de la division à 45-37, quoi. Faut savoir que c'est la seule division depuis le réalignement des divisions qui a fait des saisons à plus de 60%. Non mais 60% de victoires dans la division, c'est de la folie. C'est incroyable. Sachant que les équipes se jouent 4 fois à l'intérieur de la division. Ça veut dire qu'ils font une razzia pas possible en dehors de la division. Mais ouais, pour revenir sur ce qu'on peut appeler une bonne division, je suis assez d'accord avec toi. La Southwest c'était assez exceptionnel, mais par exemple, moi, la Northwest, la division nord-ouest de la NBA, elle est, pour moi, c'est la meilleure division aujourd'hui. Ouais. Mais alors que tu vois, il y a aucune équipe qui est vraiment élite. Même si bon, on peut discuter entre Utah, Denver. Mais ce sont des équipes qui sont super compétitives. Si par exemple ces équipes-là elles étaient à l'est, on parlerait des équipes qui joueraient l'avantage du terrain. Ouais. Oui. Puis c'est des équipes où t'as OKC c'est des équipes qui ont aussi des grosses, il y a des grosses attentes et qui peuvent faire des vrais trucs. C'est pas des seconds rôles. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la division Atlantique, ce qui a été intéressant, c'est que moi, du coup, j'ai calculé les fameux pourcentages de victoire pour vous faire un tableau rapide. Parce que des fois, c'est des pourcentages, si ça renvoie à rien, ça va pas vous parler. En gros, j'ai calculé pas mal de pourcentages, donc je pense que maintenant, je suis capable de dire en gros ce qui est bien et pas trop bien. Alors déjà, on va commencer par le très très haut. Quand vous êtes au-dessus de 52, 53, 54, c'est une très très bonne division. C'est une très bonne division. Ensuite, quand vous montez à 60, bien sûr, c'est excellent, c'est historique. Mais on va dire qu'au-dessus de 52, 53, c'est une bonne division déjà. Ensuite, vous avez une moyenne. On va dire que entre 47, 48 et 51, c'est là où se tient le gros des divisions. C'est la plupart des divisions sont à ce niveau-là. En dessous de 47, on va dire entre 47 et 43, vous êtes pas très fort. En dessous de 42, 43, c'est catastrophique. En dessous de 42, 43%, c'est catastrophique. Donc moi, j'ai commencé à partir de 2014, 2015. Donc tu as parlé, Tom, tout à l'heure. Ouais. La division Atlantique avait un pourcentage de victoire à 39,5%. 2 équipes en dessous de 20 victoires. Seulement 2 avec un bilan positif, aucune au-dessus des 50. Autant vous dire que là, c'était vraiment pas bon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça a été vite, parce que la saison d'après, ils sont à 40,7%, donc on gagne à peine 1 point. Mais il y a un grand écart déjà. On a les Raptors à 56 victoires. Ouais. On a une équipe à 48 victoires, les Celtics, mais on en a une à 32, 21 et 10. Donc là, on est vraiment à un moment où l'élastique, il est vraiment très tendu. Ouais. Ensuite, 2016-2017, début du sursaut, affirmation des Celtics et des Raptors, tous les deux à plus de 50 victoires, et là on a les 76ers qui commencent à s'affirmer, et l'année dernière, et pour vous montrer le bon, on est passé de 44 à 54, 10 points gagnés, c'est énorme, et là où, comme tu l'as dit, on a les 3 meilleures équipes de la conférence Est qui étaient dans la division là. Ouais, le truc, c'est ce qui a fait la différence, c'est le bon qu'ont opéré les Sixers, déjà dans un premier temps. Les Nets c'était un petit peu meilleur, et il y a aussi tout le tanking de masse qui s'est organisé. Du coup, c'était plus facile de récupérer des victoires, puisque les équipes jouaient pour perdre et pas pour gagner. Donc l'équipe qui avait le minimum de volonté de gagner s'imposait assez facilement l'an dernier avec tout ce qu'on a eu en termes de tanking massif. Et là, surtout le bon qu'ont effectué les Sixers, quoi. Ils sont passés d'une équipe qui était à 10 victoires des 50% à une équipe qui est à peu près 10 victoires au-dessus. Donc ça fait un gros élastique, puisqu'ils ont fait 52 l'an dernier. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit, il y a vraiment l'affirmation des 76ers, la constance des Raptors et aussi les Celtics qui deviennent de plus en plus forts. En fait, il y a vraiment on a l'impression que dans cette division, même si pour les Nets et les Knicks, ça a une moindre mesure, tout le monde est sur la bonne pente, en fait. Ce qui est très très rare. Parce que trouver 5 équipes en même temps, c'est rare, mais tout le monde va être sur la bonne direction, et franchement, c'est gagner 15 points de bilan en 4 ans, c'est fou. Parce que certes,
les 76ers ont un peu tout faussé, mais il faut pas oublier les autres qui ont fait le taf aussi. Moi, ce que je trouve aussi intéressant avec cette division-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as pas mal des meilleurs joueurs de la conférence qui sont rassemblés dans cette division. Ouais. Non seulement ça, mais tu as aussi pas mal des plus gros espoirs de la conférence qui sont aussi rassemblés dans cette division-là. Si tu prends les meilleurs joueurs qui sont sous contrat rookie, ben déjà tu as Ben Simmons, tu as Jaylen Brown, tu as Tatum, tu as Kristaps Porzingis qui n'a pas encore signé son extension. T'as aussi ce qui va se passer autour de D'Angelo Russell cette année. Enfin, t'as Frank Ntilikina aussi toujours aux Knicks. Donc t'as pas mal de petites énigmes comme ça et même si on regarde du côté de Toronto, quoi, tout le bench mob comme ils aiment l'appeler avec OG Anunoby, Siakam, certes c'est pas le même type de joueur, c'est pas le même standing de joueur, mais ce sont quand même des joueurs qui semblent promis un bel avenir dans la ligue. Donc on se rend compte que le présent est dans cette division là et aussi peut-être le futur de la conférence Est, pardon. Mais totalement, si on fait un top 5 des joueurs de chaque division, si on se cantonne pour l'instant juste à l'Est, la division Atlantique elle est largement au-dessus de tout le monde. Parce que déjà, qui est le 5e meilleur joueur dans la division Sud-Est? Goran Dragic? 5e? Non, il est plus haut que ça d'ailleurs. C'est pour vous dire. Il est peut-être plus haut. C'est pour vous dire. Alors que là, il y a vraiment. Ouais, t'auras quoi? Peut-être John Wall qui serait le meilleur. Bradley Beal. John Wall, Kemba. Ouais, faut déjà commencer à chercher. Hein. Peut-être limite Dragic déjà. Hein. T'imagines, enfin c'est difficile alors que il y a vraiment une concentration de talent et ce qui est bien, même si c'est pas encore le cas des Nets, c'est qu'en plus la concentration elle se fait pas dans 2 équipes. C'est ça. Tout le monde a des joueurs en fait. Et c'est ce qui est intéressant. Et puis quand je parlais d'analogie entre le bonheur des uns qui fait le malheur des autres dans la division, on va voir avec ce qui se passe avec par exemple Kyrie Irving qui a annoncé un peu aux Knicks. Si Kyrie Irving quitte les Celtics et arrive aux Knicks, t'as quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Avec tu peux avoir un combo Porzingis Kyrie, t'as un truc d'intéressant. Donc certes, ça va un peu rééquilibrer l'équilibre de la division. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. Ça va équilibrer, ça va mettre la division sur un autre équilibre, puisque les Celtics resteront bons quand même si Kyrie part. Mais voilà, les Knicks feraient un bond pas possible. Donc franchement c'est assez intéressant après des années de médiocrité dans cette division. J'étais l'un des premiers à critiquer, notamment en nuançant le succès de Masai Ujiri, notamment parce que voilà, je suis content que tu en parles. Ah non, mais j'assume totalement puisque Masai Ujiri est un bon GM, mais pour moi ne faisait pas partie de l'élite puisque c'est pas quelqu'un qui construisait des équipes pour aller au bout. C'est quelqu'un qui construisait des bonnes équipes vite fait, mais ces équipes-là, elles n'allaient pas au titre. Et là, depuis l'an dernier, il me fait bien mentir. Et je suis content pour Toronto. Tu l'as bien dit. Si on va un peu vers le futur, même s'il faut, non, on va rester sur le présent encore. Enfin, sur le futur proche plutôt. On est d'accord que encore cette année, comme l'année dernière, on a encore les 3 meilleures équipes de l'Est dans cette division. Ouais, totalement. Avec chacune des équipes qui a, c'est peut-être pas le cas. Toronto, c'est pas forcément le cas. Toronto, peut-être sur les premiers matchs, ça sera pas une meilleure équipe, mais je pense que potentiellement c'est une meilleure équipe, sachant qu'ils ont potentiellement, c'est beaucoup de potentiel, mais un des 5-10 meilleurs joueurs de la ligue dans leur effectif, ce qu'ils avaient pas avant. Mais en plus, toutes ces équipes-là se sont renforcées. Ouais, c'est une année en plus. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça oui, ils sont plus forts puisque les Celtics, même s'ils n'ont pas signé grand monde, voilà quoi, une année de plus pour tous leurs joueurs. C'est un training camp supplémentaire. T'as la progression naturelle des joueurs. T'as des joueurs qui ont mûri en playoff et qui reviennent avec les dents qui
qui sont longues. Qui sont longues, voilà quoi. T'as les Sixers qui sortent un peu par la petite porte entre guillemets des playoffs, même s'ils font des playoffs plus que corrects. C'était une bonne première expérience. T'as toute la hype qui est autour de Markelle Fultz qui dont la qualité théorique est vraiment ce qui manquait aux Sixers pour aller à un stade supplémentaire. Après c'était les premiers playoffs de leur Big Two quoi. Donc il y a pas mal de promesses. Et puis tu as aussi Toronto où là franchement Toronto, si tout clique avec Kawhi en meilleur joueur de la conférence, très très fort, ouais. Ça peut être très très fort. Ça peut vraiment être très très fort. T'as parlé de la division Nord-Ouest. Petite question à la Pascal Pro, donc volontairement réa qui est totalement exagérée. Est-ce que il y a pas moyen que cette division Nord-Ouest qui est la meilleure à l'heure actuelle soit dépassée par l'Atlantique, peut-être pas cette année, mais dès la saison d'après? Parce que quand je regarde, pour moi, ce qui fait la force de l'Atlantique, tu l'as dit, c'est le futur. J'ai quand même du mal à imaginer un futur dans lequel on voit pas les Celtics en finale NBA, et même plusieurs fois dans les 5-6 prochaines années. J'ai du mal à pas voir les Sixers pas loin des finales NBA sur la même période, même si c'est très difficile, parce qu'avec la NBA, on sait rien, 3 semaines, c'est très difficile de le voir aussi loin, mais il y a tellement de puissance de feu, ça semble difficilement envisageable. Et les Raptors, il y a la question de Kawhi, mais c'est bien parti. Alors que je regarde la Nord-Ouest, il y a pas mal d'équipes où il y a des grosses questions qui se posent, et en premier chef, Minnesota dont on a parlé la semaine dernière. Ouais, après, il y a qu'une seule place en finale NBA, hein. Donc, de ce côté de la conférence, il y a qu'une seule place en finale NBA. C'est sûr que les équipes, en termes de futur, en termes de potentiel, de talent et d'assets disponibles pour améliorer le plafond de l'équipe, il n'y a pas photo. Les équipes qui sont aujourd'hui dans la division Atlantique sont bien plus armées pour espérer les finales de conférence. Mais après, il faut dire que voilà quoi, on va dire que dans la division Nord-Ouest, il y a un couvercle en fait au-dessus qui s'appelle les Warriors. C'est comme si tu es dans une boîte de verre et tu as un couvercle au-dessus qui est refermé alors que par exemple dans la division Atlantique ils sont dans un aquarium. Tu vois, il y a c'est pas fermé en haut. Je vois ce que tu veux dire. Tom, toujours l'expert des analogies, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Il y a de ça, mais franchement, c'est pour ça que moi, ça me plaisait de parler de cette division atlantique. C'est que si on classe, et encore une fois, c'est un exercice totalement abstrait, mais si on classe vraiment les équipes qui ont l'avenir le plus radieux, c'est difficile de pas mettre Celtics et 76ers dans le top 4, voire dans... Puis même pour le reste, parce qu'on parle beaucoup d'eux, mais les Knicks, il y a la question autour de la blessure de Porzingis, mais ils semblent, pour une fois, je vais pas leur porter la guigne parce que c'est leur spécialité depuis 20 ans de faire ça, mais ils semblent avoir un bon élan. S'ils cassent pas tout, il y a un bon élan. Et les Nets, à partir de maintenant, ils peuvent que s'améliorer parce qu'ils auront leur choix de draft. C'est ça que je trouve fou, c'est que c'est un scénario très optimiste, mais c'est pas complètement inenvisageable de voir dans cette division, dans 2-3 ans, si Kawhi reste, et c'est un grand si, avoir les 5 équipes qui sont compétitives, peut-être pas toutes en play-off, mais aucun laissé pour compte. Ouais, c'est ça, on pourrait avoir un scénario un peu comme la division Sud-Ouest d'il y a quelques années, où tu as 2 équipes qui jouent vraiment, qui jouent le titre, entre guillemets, qui jouent la finale de conférence minimum, et tu as 3 équipes qui jouent les play-offs, et dont certaines jouent l'avantage du terrain, par exemple. Ce serait pas impossible, ce serait vraiment pas impossible. C'est ça, parce que on l'a dit, mais Celtics et 76ers, ils sont pas prêts de bouger. Il y a l'incertitude, pour moi, c'est la plus grosse incertitude limite de la division, c'est le cas Kawhi. Ouais. Même si on essaye de nous vendre, à l'heure actuelle, c'est l'histoire d'amour, c'est parfait, ça reste, il y a des questions. Et le reste, les Knicks et les Nets, ça peut que monter. Donc, c'est hyper positif de ce côté-là. Est-ce que Tom, tu veux direct enchaîner par le cancre qui se profile, ou t'as encore quelque chose à rajouter sur la division Atlantique? Non, la division Atlantique, ça va être intéressant de voir comment les équipes qui sont en bas vont se réajuster. Est-ce qu'elles vont privilégier, puisque là on a eu vraiment 3 méthodes différentes de construction. On a eu les Sixers qui eux sont passés uniquement entre guillemets par la draft, avec un processus un processus labellisé process où là
fallait vraiment aller au fond de la ligue pour avoir le maximum de chances de récupérer les talents pour les faire passer dans un autre niveau. On a eu aussi le cas Toronto où là vraiment c'est limite entre guillemets par accident que l'équipe est devenue bonne, quoi. Et le cas Celtics qui a un peu les deux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tanké une année, ils ont su réaliser des transferts audacieux pour même en étant compétitifs pouvoir bénéficier de hauts choix de draft pour continuer à s'améliorer. Et c'est une équipe aussi qui a fait énormément de choses sur le marché des agents libres et qui a cumulé en fait tous les moyens possibles pour s'améliorer et pour monter une équipe qui vise le titre en cumulant la draft, l'attractivité, la bonne utilisation du salary cap et les transferts. Donc à voir vers quelle zone vont s'orienter les deux équipes de New York. Les Knicks, je pense que les Knicks vont plus tanker cette saison et les Nets, je pense que c'est un roster à trade. Hein. Ils ont que ils ont pas mal de role players qui seraient intéressants dans des équipes qui jouent quelque chose ou qui jouent les playoffs. Les contrats sont intéressants, les joueurs signés sont intéressants, ils ont une bonne valeur et ils ont leur choix de draft cette année. Franchement, je suis pas persuadé que cette équipe-là, avec ce roster-là, va faire toute la saison. Je pense que ils sont un peu dans la même situation que les Clippers de l'autre côté. Donc, ils attendent pour soit faire un 2-pour-1 pour récupérer un joueur, ou soit, arriver à la trade deadline avec énormément de joueurs qui pourraient être disponibles, puisque bon rapport qualité-prix et aussi contrat finissant pour avoir de la flexibilité pour 2019. Donc à voir. Mais je pense vraiment que les Nets vont plus aller vers un bon choix de draft que la compétitivité cette saison. Et je dois être l'un des rares à penser ça. Et sans parler de l'idée sans totalement parler de ça, de l'idée de comment ils vont construire. Moi, ce que je trouve intéressant quand tu as les Nets et un peu les Knicks dans ce système-là, c'est qu'en fait, être dans une excellente division, mais à l'intérieur d'une conférence faible, je trouve ça hyper intéressant pour plein de raisons. Parce qu'en fait, ils vont perdre des matchs contre eux, parce qu'ils vont quand même jouer 12 fois, des équipes qui peuvent passer les 50 victoires. Donc c'est difficile, c'est des matchs qu'ils vont perdre. Mais autant ils vont perdre, et peut-être que leur bilan va en ressentir l'impact, mais c'est des équipes qui vont quand même évoluer grâce à ces défaites-là, si on veut. Enfin, ils vont gagner, engranger en expérience, sachant qu'ils peuvent faire des razzias sur le reste de la conférence, parce que il y a pas des équipes folles dans le reste. Donc je pense que ça peut être intéressant en fait. Pour moi, une très bonne division, ça a de l'intérêt si tu es à l'intérieur d'une mauvaise conférence. Par contre, la réciproque est vraie. C'est pour ça que par exemple être dans le cas d'une équipe de la Nord-Ouest, c'est pas bon parce que les autres équipes sont trop bonnes en fait. Si t'es dans une bonne division mais que le reste de la conférence est à un niveau peut-être un petit peu moins bas mais il y a pas une énorme différence, ça a aucun intérêt. Alors que là pour les projets, par exemple les Nets, ils vont peut-être, ou l'exemple des Knicks c'est mieux, ils vont peut-être perdre des matchs, ils vont peut-être tanker comme tu l'as dit, mais ils vont le faire tout en peut-être en engrangeant de l'expérience, mais ils vont juste perdre contre des équipes plus fortes. Mais à moyen terme, ils vont peut-être revenir et à l'intérieur de la division, ça sera toujours plus fort qu'eux, mais dans le reste de la conférence, ils auront engrangé une expérience en talent via la draft et ils seront meilleurs en fait que les autres équipes. Ouais, totalement. Donc à ce niveau-là, je trouve ça super intéressant. Par rapport aux Nets, je clôt ma parenthèse, je sais pas ce qu'ils vont faire les Nets, mais j'avoue que oui, c'est plutôt intéressant. On a l'impression qu'ils sont laissés toutes les portes ouvertes, les gens le savent et justement on est dans la division Atlantique, j'en ai parlé longtemps avec les Celtics. Pour moi, c'est un truc que tu peux faire que pendant un moment. Tu peux pas te laisser toutes les portes ouvertes pendant indéfiniment. Là, c'est qu'un an la marche, puisque au final, le cap space qu'ils ont, soit tu signes quelqu'un, tu fais venir un agent libre et tu vois ce que tu fais après avec D'Angelo Russell et tout ça, mais le roster peut vite coûter cher, quoi. Tu peux vite te retrouver à faire des paris sur des joueurs dont tu n'es pas sûr, un peu à la Orlando. Tu les vois pas faire une saison où ils font quelques trades, mais faire une saison ils ont un bon jeune, un bon choix de draft, tenter des coups à la free agency et voir, parce qu'on sait que c'est un bon front office.
j'aimerais croire que c'est le genre de front office à si jamais il y a pas ce qu'ils veulent, ils vont pas faire l'idiotie de mettre 350 millions sur je sais pas qui, un joueur qui ne mérite pas, et ensuite se mordre les doigts. J'ai dans l'espoir qu'ils sont assez intelligents pour pas faire ça, et dans ce scénario-là, parce que c'est Pierre qui le disait, et je suis assez d'accord avec lui, j'ai du mal à imaginer quelqu'un aux Nets en 2019, il pourra encore se laisser de la marge financière pour un an de plus. Je sais pas, moi, c'est une équipe qui pourrait se dire, voilà, Kemba est libre, on tente Kemba et on met une blende dessus, quoi. Tu vois, c'est typiquement le genre de truc, je pense que tu peux éviter. Je suis pas fan on va mettre une blinde sur Kemba, tu vois. Moi non plus. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Là, il va arriver sur le marché en position de force, Kemba. Et sachant que les équipes sans meneur sont pas nombreuses, après ils pourraient utiliser ça en leur faveur, les Nets, mais on va voir. T'as parlé de Kemba, je pense que là la transition est parfaite. On va enchaîner avec ce qui pourrait devenir le Kang de la NBA, le successeur de la division Atlantique. C'est la division Sud-Est. Alors la division Sud-Est, petit rappel, parce que tout le monde n'est pas au fait, on parle de division depuis tout à l'heure, mais tout le monde ne les connaît pas moi je dois avouer qu'il y a 2 ans, je devais pas les connaître sur le bout des doigts. Alors que je suivais la NBA, mais on parle pas tout le temps en division. Donc la division Sud-Est avec les Atlanta Hawks, les Charlotte Hornets, les Washington Wizards, les Orlando Magic et les Hawks. Le Heat de Miami. Le Heat. Division qui déjà l'année dernière était pas dans un état particulièrement glorieux, avec le Heat qui l'a remporté avec 44 victoires, ce qui est très très faible. C'est un des bilans les plus faibles pour remporter une division de ces dernières années. Bilan de la division en termes de pourcentage, vous vous en rappelez les petites échelles que je vous ai donné tout à l'heure, pardon. 41. Les Hawks, ils sont à l'est, hein. Ils sont dans la sud-est, hein. Tu les as pas mentionnés. Si, je les ai dit en premier. Ah d'accord, je dis des bêtises. Et le pourcentage de victoire l'année dernière, on était sur 41,9%. C'était déjà pas glorieux, mais j'ai l'impression que personne s'est renforcé en fait. Écoute, les Wizards peut-être, mais c'est même pas que personne s'est renforcé, c'est juste que voilà quoi, les Hornets et le Heat, les Hornets, le Heat et les Wizards sont des équipes qui sont bloquées financièrement. Donc c'est très compliqué de voir mieux qu'une amélioration en interne. Enfin, t'as pas énormément de marge de manœuvre. Après Orlando et le Heat, pas le Heat, Orlando et les Hawks, voilà, ils jouent autre chose quoi. Il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement de cap et ils jouent autre chose. Ils jouent vraiment une reconstruction à plus long terme. Donc aujourd'hui, les équipes qui sont censées entre guillemets être compétitives dans cette division-là sont le Heat, les Wizards et les Hornets, qui sont aujourd'hui, si tu devais prendre la conférence, ils sont quoi, dans le 3e tiers, 2e, 3e tiers, peut-être, à part les Wizards, les Wizards, peut-être par rapport à leur plafond, mais en saison régulière, ils sont, dans le 3e tiers. Et ce qui fait surtout peur, c'est qu'on parlait du futur de l'Atlantique qui semblait radieux. Alors là, le futur, alors on va faire un inventaire rapide. Les Hawks, je pense que même à l'intérieur de l'organisation, on sait qu'on est reparti c'est même pas une reconstruction, eux ils font même les fondations en fait. C'est vraiment une reconstruction de très très loin, un nouveau coach. Bref, ça va prendre du temps. Trae Young peut peut-être exploser très vite, hein, mais je pense pas que même dans l'idée de l'organisation, c'est le scénario. Moi je pense qu'ils veulent pas justement ils prennent quelqu'un qui pense qu'il va prendre plus de temps pour évoluer, comme ça ça leur fait encore plus de chances de tomber sur un autre ticket gagnant, par exemple à la loterie. C'est ça. Donc c'est pas une équipe qui dans l'immédiat va être compétitive. Le Magic, je sais qu'on me dit souvent que je leur tape sur les doigts, mais on est à l'épisode 128. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'on a commencé l'émission? Ça reste un mystère. Pas les playoffs, en tout cas. Ensuite, on a les Hornets. Je sais qu'on en a parlé en off, mais ça sent le roussi quand même. Aux Hornets. Moi, je pense que j'ai pas donné les équipes que je classais dans ce groupe-là, mais j'ai parlé la semaine dernière, de Minnesota parmi le groupe des équipes qui pour moi sont à 2 doigts d'exploser. Les Hornets sont aussi dedans. Enfin, typiquement pour moi, ils font pas les playoffs, ils explosent. De toute façon, Kemba, ça va être
ça va être compliqué, hein, déjà, puisque là, ils sont, même si on parle de son attachement, etc. Faudra le re-signer. Est-ce qu'ils voudront, ne pas aller dans la taxe, puisque pour re-signer Kemba, je pense qu'ils seront obligés un peu d'aller dans la taxe. Donc, à voir, hein. Enfin, ça va pas être facile pour eux, hein. Nouveau coach, voilà. Puis, il y a un moment, alors c'était certes faible, c'était à l'échelle de Charlotte, mais il y avait un petit truc avec les Hornets il y a quoi, 2-3 ans. Il y avait un petit truc quand même. Il y a plus ça. C'est redevenu, pour moi, c'est redevenu niveau engouement ce qu'on a pu connaître à l'époque Bobcats. Ouais, c'est vraiment, il y a plus d'engouement en fait autour des Hornets. On en était où? Le Heat. Alors le Heat, on a aussi parlé en off, mais le Heat, ils sont dans une situation où ils sont limite, je vais pas dire condamnés, mais c'est un peu le mot, à être moyens parce que vu les échanges de Pat Riley, l'équipe elle a pas de choix de draft, elle a pas de second tour jusqu'à, faut savoir qu'entre maintenant et 2024, ils ont un tour de draft, hein, qui est en leur possession quand même. Enfin, un second tour, ouais, un second tour, mais ils ont quelques premiers. Et ils ont pas le premier en 2021. Sachant qu'en plus, quand tu es une équipe qui veut tanker, un second tour ça a de la valeur quand même, parce que si t'es dans les 5 pires bilans, un 30-35 ça a de la valeur. Ils en auront même pas, donc, et connaissant le caractère de Pat Riley, je pense pas qu'ils soient quelqu'un qui veuille aller tanker. Le problème, c'est qu'ils sont dans une situation où, pour moi, ils sont condamnés à être moyens, mais vraiment moyens. Et le seul espoir, c'est quoi? C'est les Wizards, mais on connaît les Wizards. La situation, elle est aussi fragile. Ouais, c'est ça, mais après, enfin, le truc qui est assez marquant avec ces 5 équipes, sont des équipes qui ont toutes été victimes de l'été 2016 d'une façon ou d'une autre. Les Hawks ont perdu à Langford contre rien à l'été 2016 où il est parti à Boston. Bon choix pour lui. Pour les Hawks, c'était un petit peu plus compliqué. Ils l'ont remplacé avec Dwight Howard et ça s'est pas forcément très bien passé. Le Magic aussi, victime de l'été 2016 où voilà quoi, ils décident de mettre une blinde sur Biyombo qui avait démonté les Cavs pour permettre à Toronto de gagner ses 2 seuls matchs en playoff contre LeBron. Et oui, on l'oublie, mais sur cette série-là, voilà, Bismack Biyombo, je crois que c'est le match 3 et le match 4 où il prend une vingtaine de rebonds, je crois qu'il prend 25 rebonds au match 3 et il en prend une quinzaine au match 4 il est juste inarrêtable quoi. Du coup, il le surpaye et puis il se retrouve avec ce contrat-là plus celui d'Evan Fournier. Ensuite, t'as le cas Tyler Johnson à Miami où voilà l'offre est matchée. Donc du coup, là c'est mid-level, max. Donc là c'est les 2 années de mid-level se sont terminées et là c'est max et il y a plus de cap pour Tyler Johnson. T'as les Wizards qui à l'époque eux rêvaient de Kevin Durant. Donc du coup ils n'avaient pas proposé de prolongation à Bradley Beal pour pouvoir garder son cap hold pour avoir la possibilité de faire une offre à Durant vu que Durant est issu de Washington. Finalement, il se retrouve à lui proposer le max pour 5 ans alors que Bill sortait de blessure. Heureusement, lui, ça va, il arrive à tenir la baraque. Et puis les Hornets, faut pas oublier que les Hornets sortaient d'une saison à 48 victoires avec voilà quoi, ils étaient limite 3e ex-aequo. Il me semble. C'est la saison avec t'as Courtney Lee, Batum qui est en contracteur. C'est la saison où il y a 4 équipes qui finissent à 48 victoires, voilà, qui finissent avec le même bilan à 48 victoires de mémoire. Et voilà, pour une équipe comme Charlotte qui n'avait pas connu ça depuis des années, ils se disent voilà, on va essayer de conserver tout le monde et puis ils se retrouvent à surpayer Marvin Williams, à mettre énormément d'argent sur Nicolas Batum. Et puis voilà, et puis t'as Kit Gilchrist qui a toujours pas émergé quoi. Donc du coup voilà, ce sont des équipes qui sont toutes un peu victimes de l'été 2016 et de l'inflation de l'augmentation du cap qui a flingué un petit peu la ligue. Totalement, très bonne explication, j'avais pas pensé mais c'est vrai. C'est que tout et ils payent encore et le problème c'est qu'aucune n'a fait les changements nécessaires parce que toutes ont été à un moment, à part le Magic, toutes ont été à un moment en situation où elles faisaient les playoffs, donc il n'y a pas eu cette volonté d'exploser et peut-être de faire table rase et de plus avoir ces problèmes-là, mais le problème c'est qu'elles ont toutes voulu se maintenir à un moment, à part les Hawks qui ont démarré ça l'année dernière.
il y a eu ce problème-là en plus. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont été touchées par 2016 et certaines, elles sont pas nombreuses, mais ont tout envoyé valser en fait. Mais personne l'a fait dans cette division. Je pensais, tu parlais de victimes. Alors je vais revenir à la division Atlantique. Je trouve que c'est quand même un sacré clin d'œil que la division Atlantique elle a déjà explosé l'année dernière, mais va prendre son envol cette année, l'année où LeBron part, alors que là aussi, c'est quand même une division qui a été impactée, même si je sais que le mot impacté, il faut pas le dire, par LeBron. Les Celtics, si on prend vraiment sa période Miami et Cleveland 2, les Celtics, ça a été, LeBron, c'est la kryptonite des Celtics. Ouais. Pareil pour les Raptors. L'idée du process de Sam Hinkie, elle est aussi un petit peu inspirée par le fait qu'il se dit, les meilleures équipes de l'Est, je peux pas les taper, donc on commence du début, on va avoir le maximum de superstars, c'est comme ça qu'on gagne. Les Nets, à un moment, ils ont voulu taper LeBron, c'est pour ça qu'ils ont fait ces trades-là, ils ont pas réussi. Et les Knicks, c'est les Knicks, donc dès qu'on parle d'une superstar, les Knicks, il y a un moment où ils ont voulu la tirer, ils ont pas réussi. Ben c'est ça, les Knicks, ils ont voulu emboîter le pas de Miami, ils font venir Stoudemire, ils se sont dit, ouais, il nous faut Melo, et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti, Donc c'est un petit clin d'œil quand même alors que le loup est parti, c'est maintenant que tout le monde émerge. Émerge. Ouais. Pour les 3 premières équipes. Plus ou moins, ouais. Ouais, c'est ça. Après, parce que on est positif, mais il faut pas oublier que ça reste les Knicks et les Nets aussi d'une certaine manière. Quand même des grandes chances que dans 2 ou 3 ans, ils aient trouvé le moyen de tout exploser. Ah, pas forcément. Puis après, comme t'as dit, ce sont des équipes où, voilà, par exemple, le front office des Nets semble être assez aguerri et assez compétent vu ce qu'ils ont mené. Après, pour l'instant, on les a vus que dans des tentatives de essayer de donner de l'espoir. Donc à voir qu'est-ce que ça sera quand il faudra essayer de faire quelque chose de grand. Donc c'est à voir. Et puis les Nets c'est un peu limite les martyrs un peu de la NBA quand tu regardes bien, puisque tout le monde est compatissant par rapport à ce qui leur est arrivé. C'est vrai. C'est pas une bonne situation en fait. Quand on a pitié de toi. C'est limite ça, ouais. Puisque quand tu regardes bien Dinwiddie qui est un peu vu comme le sauveur l'an dernier, c'est un joueur qui a shooté à 38% au tir, tu vois. C'est pas non plus très c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Et puis même tu vois les Knicks qui ont longtemps été une franchise assez dysfonctionnel, disons le mot clairement dysfonctionnel, qui là il y a Frank Aizola qui est passé dans le podcast de Chris Mannix cette semaine et qui disait qu'il y avait un semblant que les Knicks depuis maintenant ils ressemblent à une franchise gérée normalement. Donc ce qui est pas le cas depuis des nombreuses années. Voilà, c'est ça. Donc là le côté Phil Jackson est fini, donc faut voir là, il ne reste plus que Noah quoi, voir comment ça va se passer avec lui. Très bonne transition, Tom. Je pense qu'on va conclure comme ça parce qu'on va parler notamment de Noah dans l'overtime. T'as quand même réussi à mentionner Aizola et Noah, donc c'est parfait. Je suis obligé de m'arrêter. Parce que pour ceux qui ne suivent pas, Aizola c'est quand même un journaliste assez fabuleux, qui a été d'ailleurs qui a fait partie d'une vague de licenciements. C'est triste, mais c'est un monument ce journaliste-là. Beaucoup de supporters des Knicks le détestent justement, parce que si ce mec-là dit que la franchise est fonctionnelle, c'est que ça doit aller mieux quand même, parce que c'est pas un mec qui hésite à taper sur les Knicks, même s'il a écrit au New York Post. Donc c'est que tout va un petit peu mieux dans cette division Atlantique. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous donner votre avis sur ce que vous pensez de la division Atlantique, et dites-nous qu'on a tort et peut-être que cette division n'est pas dans un état si reluisant que ça. J'avais une question pour toi d'ailleurs. Je tue ma transition, mais j'avais une question pour toi. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé par rapport au cas Kristaps. Je sais que nous deux, on n'est pas aussi emballés que le consensus, on va dire, sur Kristaps Porzingis. Les Knicks ont le projet d'utiliser du cap space. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas lui proposer d'extension pour pouvoir arriver avec son cap hold et signer un joueur et ensuite prolonger Porzingis en utilisant son cap hold. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire ça? Ou est-ce qu'ils vont faire un peu comme Phoenix a fait avec Booker? Puisque là, ils sont obligés s'ils le prolongent, ils sont obligés de le prolonger avant le début de la saison, sinon il sera agent libre restreint. Et dans une ligue et en 2019, il y a énormément d'équipes avec du cap space. Il y aura un max quelque part. Il y aura quelqu'un qui va poser, c'est Porzingis quoi.
Alors, je vais essayer de me mettre dans la position d'un GM des Knicks sain. C'est-à-dire pas ce qu'ils ont eu depuis 15 ans, mais quelqu'un à peu près logique. Il y a cette stat qui tient toujours qu'ils ont pas signé un mec, qui sont pas donné de second contrat depuis combien d'années? Je sais plus. C'est peut-être Landry Fields, non? Je sais, enfin bref, il y a un moment où genre pendant 10 ans ils ont pas donné de second contrat à un joueur drafté. T'as sans doute drafté un des meilleurs joueurs de ton histoire, un des meilleurs de ton histoire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Alors je dis pas que c'est un des 2-3 meilleurs, non, mais c'est un des meilleurs choix de draft. Déjà au 21e siècle, c'est le meilleur choix de draft des Knicks, largement. T'es obligé de leur signer, même si t'as l'objectif de construire avec des joueurs autour de très haut niveau. On parle notamment de Kyrie et Jimmy Butler. T'es obligé de leur signer, même s'il y a des incertitudes autour de son état physique. Et ça, c'est une vraie question. Mais rien que moi, il y a aussi une question un peu de symbolique. Voilà, on est les Knicks maintenant, on est sérieux, on arrête de vendre des rêves sur la free agency 2000. Enfin, choisissez l'année parce que tous les ans on nous annonce des mecs là-bas. Symbole fort, on re-signe Kristaps et on part avec lui en fait. Pour moi, c'est un échec en fait, parce que si c'est ça, on repart sur une free agency, on joue tout sur 2-3 agents libres qui pourraient peut-être venir. Au risque de perdre Kristaps ou de le ramener pour un contrat horrible, où est le gain là-dedans, tu vois? S'ils ont appris de leur erreur et si ce front office-là a appris de ses erreurs, ils doivent leur signer. Ah non, après, moi c'est pas la question de leur signer, c'est le timing, puisque en fonction du timing et au moment où tu leur signes, tes opportunités peuvent être différentes en fait par rapport à la free agency, puisqu'en fait si tu signes Kristaps Porzingis pour un contrat qui est supérieur à son cap hold, plutôt qu'avoir le cap hold, tu auras le montant du contrat arrivé en juillet prochain. Donc du coup, tu dois leur signer avant la saison. Ah d'accord. Avant donc pour toi, ils doivent le re-signer avant la saison. Totalement. Ils doivent même si il y aura des doutes physiquement. Je pense qu'ils devraient attendre idéalement un peu après le début du training camp. On sait qu'il reviendra pas. Il sera pas physiquement apte à recommencer, mais ils le verront dans leurs installations. Ils verront où il en est. Si c'est inquiétant, peut-être que mais tu dois le re-signer avant la saison. Bien sûr. Tu dois le re-signer avant la saison. Tu laisses quelque chose de symbolique très fort. Maintenant, on fait confiance à nos jeunes, surtout qu'ils en ont un paquet de jeunes. Ils ont Frank derrière, c'est quel message à ces mecs-là si Porzingis, qui est un des plus grands jeunes talents de la NBA, tu le re-signes pas, même s'il est blessé? Je sais pas. C'est un message catastrophique que tu laisses aux autres. Hein. Et tu re-signes Mudiay? Non, par contre, non. Ça, c'est un autre message. Tu ne peux pas être catastrophique et rester au Knicks, tu vois. C'est un autre message. Tu ne le re-signes pas. Et du coup, bon, la transition est moins parfaite. Je sais, j'ai vu que tu m'avais fait la passe décisive. Bon, j'ai refait l'extra passe et on a refait une action, mais cette fois on peut conclure. On se retrouve juste après la pause pour l'overtime. Alors il faut savoir que le timing dans notre histoire, ça a rarement été très bon. On va se souvenir de l'année où on a sorti l'épisode sur Kyrie Irving et les Cavs quelques heures avant qu'il demande son trade. Je sais pas si tu t'en souviens, toi, mais on avait fait un bilan des Cavs quelques heures avant. Exactement ça. Qui demande à trader Kyrie, ce qui a fait beaucoup marrer nos followers à l'époque. Là, la semaine dernière, on fait un épisode sur les Wolves, on se demande s'ils sont pas loin d'exploser. Et la seule équipe qui fait la une pendant une semaine, ce sont les Wolves. Donc d'abord, signature de Lou Deng, on va en parler. Et surtout, depuis quelques heures, on apprend qu'il y a un peu de rififi en interne, comme on en avait parlé, mais j'avais déjà eu plusieurs journalistes qui en avaient parlé, mais là, ça va peut-être un peu plus loin. Tom, je te laisse en parler parce que tu étais pas là la semaine dernière, donc c'est aussi intéressant d'avoir ton avis. Donc après pour Deng, moi j'ai trouvé ça marrant en fait. Enfin, dans les moves de l'été, par exemple pour les Wolves, moi j'étais content en fait qu'ils aient à la draft réalisé ce qu'ils avaient réalisé. Enfin, récupérer les types de joueurs qu'ils avaient récupérés, notamment avec Josh Okogie et Keita Diop. Et puis finalement, voilà quoi, ils ramènent les vétérans, donc les jeunes ne vont pas jouer quoi. Donc non, ça m'a fait un petit peu rire, mais bon, pour les agents des jeunes joueurs qui se font drafter à Minnesota, pas forcément. Donc non, c'est assez bizarre. Et puis là encore un peu de rififi en interne avec Jimmy Butler et l'organisation. Donc du coup c'est le journaliste de The Athletic John Krasinski. Enfin, je me suis dit qui a prononcé son nom. J'espère qu'il m'en voudra pas si je l'ai écorché et s'il nous écoute, ce qui m'étonnerait. John Krasinski du coup.
qui est un insider de Minnesota et qui suit l'équipe pour The Athletic, donc qui rapporte que Jimmy Butler va avoir un rendez-vous avec Tom Thibodeau et le GM Scott Layden lundi pour parler de leur futur. Donc, comme tu l'avais bien expliqué dans le podcast précédent, voilà, t'as vraiment le truc par rapport à Butler où tu vois, par rapport à la façon dont lui il est devenu ce qu'il est devenu à son âge, on peut comprendre en fait qu'il soit moins tolérant avec des gars comme Towns et même Wiggins, qui ont énormément de possibilités, qui sont l'antithèse de Jimmy Butler, quoi. C'est vraiment l'antithèse de Jimmy Butler, et aussi qui sont dans une période de leur carrière où gagner n'est pas le plus important, quoi. Quand t'es jeune comme ça, le plus important c'est faire de gros stats pour avoir un bon deuxième contrat, quoi. Et c'est à partir du moment où tu es dans ton deuxième contrat où tu te dis bon, ok, c'est bon, j'ai assuré l'argent, donc je vais gagner, quoi. Alors que Jimmy Butler, lui, il est déjà sur la fin de son deuxième contrat. Donc c'est pas le même timing. Même s'il faut le rappeler que Butler, contractuellement, il n'a aucun intérêt à signer avant le début de la saison. En fait, vaut mieux qu'il attende et qu'il soit peut-être éligible à un supermax. Il peut plus être éligible à un supermax puisqu'il a été transféré. Il a été transféré, pardon. Il peut être éligible à un supermax puisqu'il a été transféré, mais il serait éligible à un max sur 5 ans qui peut aller jusqu'à 188 millions par exemple, alors que s'il doit prolonger, en fait, il est limité sur la première annuité de la prolongation à 125% de son salaire actuel. Heureusement qu'on a Tom, expert du CBA, pour nous corriger. Pas encore expert. Mais c'est vrai que même si contractuellement il a aucun intérêt à faire ça, c'est quand même un signal fort d'y aller et de dire, en gros, il y a un problème. De toute façon, plus j'y pense à Minnesota, plus moi ça sent quand même le roussi, mais à un point. Mais alors que on en parlait encore une fois en off, sur le terrain, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui a des flashs incroyables, mais au bout d'un moment, quand ça va pas en interne, ça va se ressentir sur le terrain. Il y a un moment où ça peut pas continuer. Et puis c'est dommage puisque, voilà, comme tu l'avais bien expliqué, même si je trouve que tu as été un petit peu dur avec Towns, notamment quand tu parlais d'éclosion, puisque si il a pas encore éclos avec ce qu'il fait, c'est dur quand même, quoi. Je sais qu'on n'est pas d'accord parce que si on renvoie au podcast qu'a fait Alan sur One and Done sur les meilleurs, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Le mec, il a quand même éclos, quoi. Il a déjà une All-NBA team. Même si il n'est pas encore ce qu'on attendrait qu'il soit, notamment défensivement. Mais ouais, je trouve qu'il a quand même éclos. Bon, parenthèse mise à part. Non, après le timing est vraiment difficile. On est à 10 jours du training camp et on peut se dire que ça peut aller dans les deux sens, quoi. Et je me demande, est-ce que tu vois, ça fait la prolongation de Towns train, est-ce que c'est pas lié à ça, quoi. Moi, je me suis dit que la prolongation de Towns traînait de base puisque je pense qu'il essaie de négocier une 4e année en player option au lieu d'avoir 5 ans incompressibles, entre guillemets. Comme ça, il peut avoir une année où il peut sortir un petit peu plus tôt de son contrat, il est un petit peu plus jeune, et pour la première fois de sa carrière, choisir où il peut décider d'aller pendant qu'il est encore dans son prime, plutôt que d'avoir 5 ans et peut-être être obligé d'attendre un transfert, quoi. Et peut-être que là, c'est par rapport à Butler, en fait, que ça coince, quoi. Moi, pour moi, je l'avais expliqué dans l'épisode, pour moi, c'est aussi il joue un peu au coq aussi. Je pense qu'il y a une dimension où il veut aussi montrer que il est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Où je pense que c'est un affrontement à peine voilé, c'est une guerre froide entre lui et Butler. Ils se mettent pas dedans c'est le système de la guerre froide, ils se mettent pas dedans de face, mais tu sais qu'il y a un problème. Ouais. Et sans parler, on en a même pas parlé, mais tu parlais de leur jeune, Justin Patton, un jeune qui s'est cassé, on a appris qu'il s'était cassé encore le pied. Une fois. Il s'est cassé le pied gauche l'année dernière, il se casse le pied droit. C'est pas, on va dire qu'en plus, au niveau des choix, surtout, c'est un peu son choix de draft pour l'instant, Justin Patton. Thibodeau, il a pas été super inspiré en plus.
Donc, franchement, à voir, hein, ça sent pas forcément très bon, mais ça peut, qui sait, hein, si jamais il commence, je sais pas moi, il commence à 15-1, ils peuvent être portés sur la saison. Après, c'est une équipe qui va, je pense, s'améliorer par soustraction puisque Jamal Crawford n'est plus là. Donc, il monopolisera moins de ballons. Ce seront peut-être des tickets chauds qui iront à Towns, qui est offensivement un joueur beaucoup plus intéressant que les autres joueurs de l'effectif. Donc, ça va peut-être leur permettre d'augmenter leur niveau offensif vu qu'ils sont déjà hauts. Et peut-être de l'autre côté, si Towns est plus impliqué offensivement, il rechignera moins à la tâche, il fera moins de stat padding entre guillemets défensivement pour prendre des rebonds par exemple. C'est ça, mais il y a vraiment cette impression que alors que c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Et ils peuvent avoir ce début en fanfare, mais jusqu'à où ça va tenir, est-ce que ça peut servir de colle très longtemps, on verra. C'est un peu le pendant des Wizards en fait en interne limite. Ouais, peut-être. Avec des joueurs plus forts, donc ça pose encore plus de problèmes. C'est ça, puisque ça peut péter à n'importe quel moment, quoi, les Wolves. Et puis, comme tu l'as aussi, on va dire que je te mentionne à chaque fois par rapport au podcast de la semaine dernière, mais comme tu l'as bien dit, peut-être que, tu vois, Minnesota, c'était un petit peu l'équipe avec les jeunes au pouvoir, voilà, la relève de la conférence Ouest avec pas mal de jeunes et tout. Et puis, c'est passé à une équipe de vétérans, quoi, à la limite. Donc ça aussi, c'est un choc. Une équipe de vétérans. C'est aussi un choc, ça peut être un choc culturel, un choc générationnel, du coup. C'est totalement une équipe de vétérans. Surtout qu'en plus, c'est devenu une équipe de vétérans au moment où Thibodeau arrive, en fait. Il y a vraiment une cassure, je pense, dans l'histoire, c'est un grand mot, mais dans le destin peut-être de Towns et Wiggins au moment d'arrivée de Thibodeau. Donc c'est la fin de la période, de leur début de période Minnesota, c'est l'arrivée des vétérans, c'est l'arrivée de Thibodeau. C'est un tremblement de terre, en fait, dans leur carrière NBA. Ça change tout. Et je sais pas ils s'en ont vraiment remis. Mais, parce que du coup, t'as quoi? T'as l'arrivée puis le départ de Garnett, t'as la mort de Saunders, de mémoire, puis t'as Sam Mitchell qui arrive, et après Mitchell est remplacé par Thibodeau, quoi, direct. Et puis les vétérans. Et Thibodeau ramène tous ses anciens soldats, un par un. D'ailleurs, en parlant de ses anciens soldats, t'as parlé de Joakim Noah. Apparemment, il n'est pas intéressé. Ça serait là. Si Noah venait à atterrir à Minnesota, on rigolerait jaune, là. Faut être honnête. Si c'est pour placer Gorgui Dieng qui est payé 16 millions l'année en troisième pivot. Non. Après, Noah, les Knicks veulent visiblement s'en débarrasser. Moi, ça me fait un peu de peine pour lui, en fait. Ça me fait vraiment de la peine pour lui, puisque c'est un joueur qui est assez électrisant. C'est typiquement le type de joueur qui était fait pour le Garden, quoi. Et malheureusement pour lui, peut-être qu'il est arrivé là-bas trop tard et qu'il pourra pas, donner tout ce qu'il a pu donner à Chicago, à New York, quoi. Puis on sait que c'était son équipe préférée, qu'il voulait vraiment jouer là-bas, apporter, et puis il sera vu comme un gâchis limite, hein. Il sera vu comme un gâchis, et c'est pas, moi c'est un peu triste pour lui. Quand tu signes dans l'équipe de tes rêves, tu veux pas que les fans te voient comme quelqu'un qui a gâché la progression de la franchise, quoi. Totalement, et comme un poids pour le salarié cap, comme un poids tout simplement pour l'équipe, ouais. Après, c'est le timing. Si on se met par contre dans la position d'Enix, le timing était, tout le monde déjà à l'époque avait dit que c'était une signature pas bonne, en fait. Il y avait très peu de retours positifs. Vous savez que c'était un très gros risque et il y a peu eu de retour sur investissement, et c'est pas une surprise. Mais c'est vrai que pour la trajectoire personnelle de Noah, oui, c'est inquiétant, et limite, je veux pas être méchant, mais il devrait espérer qu'un Thibodeau se place sur lui, parce qu'il y aura pas énormément de franchises, je pense, qui se placent sur lui, sachant qu'en plus, c'est un pivot, et on le dit toujours dans l'émission, le marché est un peu bloqué niveau pivot. Oh, ouais, après, au point ils en sont, peut-être les Lakers, ils ont un roster spot. Ils ont, pour l'instant, c'est Magui qui est pivot, et il est aussi instable. Il est réservé pour Andrew Bynum. Non, Bynum, il s'entraîne juste dans les installations, hein, il fait pas de workout avec eux, hein, non, mais c'est la blague qui tourne sur Twitter, mais Bynum,
On va même pas en parler du retour d'Andrew Bynum parce que bref. Noah, ouais, c'est triste, mais à voir où il peut rebondir. Pour revenir aux Wolves, on sait qu'il y a, par exemple, dans le CBA, tu vois, on en parlait pour l'éligibilité au Supermax. Si jamais le pouvoir est donné à Jimmy Butler, est-ce que tu penses que Towns peut demander à être transféré? Puisqu'en fait, pour rester éligible longtemps au Supermax, il faut qu'il quitte l'équipe avant de signer avant que son deuxième contrat prenne effet. Pour être encore pour être dans le cas de figure de Harden, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il pourrait demander son transfert pour garder cette éligibilité possible? S'il a l'assurance de signer le contrat où il atterrit, il peut, mais c'est quand même, là on est dans des eaux inconnues, hein. Ça arrive très très rarement, ce dont on parle. Là. Puisque, avant il n'y avait pas ça dans le Supermax, en fait. Maintenant, le Supermax n'existait pas. Maintenant que ça existe, peut-être que des franchise players, entre guillemets, seront tentés de bouger le plus tôt possible pour ne pas perdre cette éligibilité. Par exemple, un gars comme Oladipo, il a perdu. Parce que on a tendance à dire que quand t'es dans cette situation-là, et on sait qu'ils lui ont proposé la prolongation à Towns, la coutume veut que tu la signes, faut te protéger, c'est un grand mot quand on parle en centaines de millions de dollars, mais il faut te protéger pour les blessures, on sait, les aléas. Ça serait quand même... Moi, en fait, ce qui me gêne dans ça, c'est que je suis peut-être naïf, mais tu peux pas donner le pouvoir à Butler. Tu peux pas donner le pouvoir à un mec qui est free agent dans 1 an alors que t'as le contrôle sur les 4-5 prochaines années de Towns. Le truc, c'est que Butler est aujourd'hui largement le meilleur joueur de l'équipe. Moi, je pense que ça se fait pas. Je suis un peu comme toi. Je pense que ça se fait pas. Voilà, quoi. Towns, pour moi, c'est un vrai joyau. Tu peux l'avoir encore pendant 5 ans. Minimum, donc tu vas pas prendre le risque de tout bazarder pour un gars qui risque de partir dans 1 an. Mais sachant que le GM est aussi le coach, et on sait que ce qui importe au coach, c'est le court terme et leur bilan, globalement. Voilà, on n'est pas, c'est pas dit que, puisque Thibodeau, il peut pas se virer seul, quoi. Puisqu'il est président des opérations basket, en dessous de lui, il y a le GM. Et après, il est coach. Ça serait... Là, c'est un choix où... C'est pour ça qu'on parlait de l'instabilité, c'est au proprio, là, de faire les bons choix et probablement de virer Thibodeau et de pas prolonger Butler si ça va pas. Mais j'ai quand même du mal, même si, comme vous l'avez vu tout à l'heure, entendu, je suis pas le plus grand fan à l'heure actuelle de Towns, j'ai du mal à pas le choisir dans le scénario-là, en fait. Parce que rien que on parlait de Thibodeau à son arrivée. Il est arrivé avec ce trio Lavin, Wiggins, Towns. Si tu commences à trader Towns, il te restera que Wiggins et certains diront que c'est pas la meilleure situation que ce soit que ce soit le seul qui te reste des 3, tu vois. Au max en plus. Après, tu parlais du proprio, c'est un proprio qui a demandé à voir Andrew Wiggins pour qu'il lui dise dans les yeux qu'il allait progresser, hein, avant de signer le max. Hein. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ça sera la... Je sais pas si on peut lui faire confiance pour virer Thibodeau. Je sais pas si quelqu'un dans l'organigramme va se charger de virer Thibodeau. Je sais pas si quelqu'un aura allez, disons le mot, franchement, les couilles de virer Thibodeau. En tant que président et coach. Est-ce que tu le rétrogrades peut-être en coach uniquement et tu mets quelqu'un d'autre? C'est vrai que la plupart du temps, des fois quand t'as les doubles casquettes, c'est beaucoup plus, c'est de la politique, hein. Mais tu lui retires une des 2 casquettes et ensuite tu le vires pour le 2e poste. Bien souvent, tu es coach, en fait. C'est-à-dire, tu dis, non, en fait, c'est trop fatigant, on va te retirer la casquette de président, puis 1 an après, t'es viré. Mais, moi, franchement, personne dans l'organigramme, le proprio est au sommet de l'échelle, il doit lui dire, voilà, je t'ai attiré il y a 3 ans, il n'y a pas eu de progression, il y a des problèmes en interne,
au bout d'un moment, t'as beau avoir le pedigree que tu as, c'est plus justifiable, t'es viré. Parce qu'on est un peu dans un engrenage en fait avec cette équipe-là. On est dans un engrenage, sauf que les pièces qui ne s'emboîtent pas sont celles qui sont censées pour pousser la franchise vers l'avant. En tout cas, on vous invite, pour ceux qui l'ont pas écouté, à réécouter l'épisode de la semaine dernière, mais oui, à voir Minnesota, ça serait la belle histoire. On le dit toujours, on souhaite toujours que vos équipes nous surprennent, mais là, Minnesota, il y a quand même le feeling, il est de moins en moins. D'ailleurs, je pense que c'est justement une équipe qui est sous-cotée par rapport à ça. C'est une équipe si Butler se blesse pas en fin de saison dernière, c'est une équipe qui peut taper largement les 55 victoires en fin de saison dernière. Mais en ayant toujours, c'est pour ça que je parlais de ça la semaine dernière, il y a toujours cette impression que c'est Butler qui les porte à bout de bras et que le reste, alors je vais pas parler d'éclosion, on va dire que le reste n'évolue pas comme on l'attendait. Ah, c'est ça, hein. Et c'est ça qui est frustrant, en fait. Là-dessus, je pense que, parce qu'on explose le chrono, je pense qu'on va conclure cette nouvelle séquence Minnesota. S'il y a des fans de Minnesota, là, ils doivent se dire, mais c'est bon, on est le nouveau Orlando Magic qui s'acharne sur nous. Non, ce n'est pas vrai, vous inquiétez pas. On vous rappelle le nouveau Duncan Host. N'hésitez pas à nous envoyer votre sujet sur Twitter, Facebook, mail. Peut-être si vous voulez plus l'étayer, peut-être par message privé sur Twitter. Facebook et le mail ne posera pas de problème à ce niveau-là. Vos questions pour la Q&A aussi. Aussi, n'hésitez pas à taper là, enfin tant que ça concerne la NBA quoi, mais n'hésitez pas à taper large, parler de votre équipe de cœur. Enfin bref, je pense que vous avez des idées si vous voulez participer. Nous on communiquera là-dessus. On veut essayer de faire ça avant la saison, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer le plus vite possible pour que nous on puisse faire le tirage au sort. Le tirage au sort le plus vite possible. Tom, c'était un plaisir. Il n'y a pas eu de coup de tronçonneuse ou je sais pas quoi. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a entendu qu'on parlait de NBA. Il s'est dit tiens, je suis un fan des années 90. Ça parle des Nets, ça parle des Knicks. Je vais pas percer. Heureusement qu'il t'entend que toi et pas moi, parce que fan des années 90. Ah ben toi là, il recommence le marteau là. Il est pas content. Et nous là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Salut.